Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giral, je suis pasteur à Etup et nous sommes tous les deux blogueurs sur lepotsagor.com. Wow, purée. Eh oui, tu m'as reproché la dernière fois. Ah ouais, bah alors, tu vois, j'étais pas prêt, mec. Et j'ai vu, je t'ai coiffé au poteau. Ah ouais, alors là, ouais, carrément. Bon, ça va depuis la semaine dernière ? Ça va nickel et toi ? Écoute, ça va, impeccable. Content de te retrouver et content d'avancer dans la vie parce que il faut avancer, quoi. Ah, il faut avancer, il Chaque faut jour pas suffit se sa laisser. peine. Voilà, il faut pas se laisser retenir par les soucis. C'est ça. On prend les matchs les uns après les autres. L'essentiel, c'est les 3 points. Je peux pas te suivre sur cette métaphore. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Non, mais tu sais, c'est les phrases éculées des. Ouais, je sais, mais je les connais pas. Il faut se concentrer sur l'essentiel parce que c'est le plus important. Ah, mais lui, s'il était américain, il écrirait un bouquin de productivité avec ça, t'as un cette bouquin. phrase. Ah ouais, avec ça, t'as un bouquin Juste, de développement. il délaye un petit peu, il donne 2-3 exemples, Voilà. et puis il a un livre. Voilà. C'est l'effet que ça m'a fait à un bouquin que j'avais. Je voulais lire depuis longtemps parce que je trouvais la thèse super intéressante. J'avais vu le mec parler sur TED et tout. Ouais. C'est Start with Why de Simon Sinek. Ah oui, c'est connu ça, oui. J'avais écouté tu vois, des interviews il était chez Tim Ferriss. J'avais vu son TED à lui. Ouais. Et ben franchement, t'as vu son TED et t'as tout vu. Hein. Ben oui, c'est ça. Il y a son livre, c'est pas. Voilà, il casse pas 3 pattes à 3 briques à un canard. Ouais, c'est ça. Mais t'as beaucoup de bouquins qui sont comme ça. Franchement, les mecs, ils te remplissent du vide. Hein. Ouais, les mecs, ils ont une idée et voilà. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait de l'argent. Hein. Et ça fait de l'argent et ça mange pas de pain, comme on dirait. Hein. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, Mathieu. Oui. On va parler une nouvelle fois, comme on l'a annoncé, du complotisme. On reparle même du complotisme. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai dit on va parler une nouvelle fois du complotisme. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu avais donc raison. J'avais donc raison. Mais tout est lié, tu sais. C'est pour ça. Et on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Donc on va reparler du complotisme, mais avec un angle différent de la dernière fois. Alors, si vous n'avez pas écouté notre précédent podcast sur le complotisme, c'est complotisme, tout simplement, de Memento Mori, où on avait une approche plutôt théologique, morale et pastorale. Ça, plus général, quoi. Plus général. Et on va réaborder ensemble aujourd'hui ce sujet, mais de façon différente. Toi, on peut le dire, ce qui t'a donné envie de parler de ça, c'est parce que tu es rentré dans une association anti-vaccin. Voilà, on peut le dire. C'est ça, parce que je veux pas qu'on m'inocule des puces nanoparticules pour me commander ce que je dois voter avec la 5G. Voilà. Parce que il faut vous réveiller les gens. Hein. Vous vous rendez pas compte. Ce sont des reptiliens et ils sont là. Ils sont bel et bien là. Et la preuve qu'on n'ait pas de preuve, c'est la preuve ultime, c'est qu'ils cachent bien leur jeu. Ouais. Circuler, il n'y a rien à voir. Exactement, c'est ça. Il faut dire, alors, ce sujet, il est particulièrement glissant parce que des deux côtés... Alors, il y a un effet de polarisation qui est horrible. C'est-à-dire que soit tu es complotiste, soit tu es réaliste. Les complotistes, ils vont dire... tous les arguments anti-complot, en fait, vont être des preuves du complot, donc on s'en sort pas, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis de l'autre côté, on a vite fait aussi de taxer de complotistes ceux qui remettent en question la doxa. Voilà, c'est ça. On est passé de ah, ça c'est une fake news à c'est un complotiste.
Ouais. Tu vois, d'une mauvaise information ou d'une fausse, alors qu'elle soit intentionnelle ou que ce soit simplement faux, une rumeur, on en reparlera, qui a été relayée, à si tu partages ça ou si même toi-même tu t'es fait avoir, t'es un complotiste. Et c'est devenu l'argument un petit peu, l'homme de paille. Si je suis pas d'accord avec toi et que tu remets en question une décision, quelle qu'elle soit, du gouvernement ou voilà, t'es complotiste, quoi. C'est ça. Et alors, Tu peux dire que tu as peut-être peur du vaccin sans être un complotiste, tu vois. Tu peux dire voilà, ou j'ai tu peux mon- même dire que tu j'ai remets mon en va- question des informations officielles sans être complotiste. Exactement, exactement. Et on va le voir, il ne faut pas croire que l'information officielle ne se plante pas des fois lamentablement. Et il y a des fois des gros ratés, quoi. Alors non seulement elle se plante, mais il faut aussi enlever de l'idée qu'il y a des médias qui seraient neutres. Il n'y a Ex- aucun média qui est neutre, qui soit Exactement. pro-gouvernement, contre-gouvernement, ou dans tous les cas pour un lobby ou pour un mouvance politique. Toutes les informations émanent d'organes qui ont un biais. Voilà. Et d'hommes, d'humains, en fait. Donc du coup, un humain ne peut pas être objectif, c'est un sujet. Donc il est forcément subjectif. Ouais, faut je s'en cherchais une blague à faire, mais j'en ai pas trouvé du tout. Donc on Ouais. va avancer. Raph, Moi, je suis une machine, donc Peut- on pourrait peut-être dire que je suis un homme-objet. C'est ça que tu voulais dire, par exemple? pas mal. Pas mal. Mais homme-objet, ça fait bizarre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais, ça fait... Enfin bref. On parle de complotisme. Est-ce que tu pourrais nous dire de quoi on parle quand on parle de complotisme? Oui, je peux te dire de quoi on parle quand on parle de complotisme. En Je tout vais cas, te de faire- quoi on va parler aujourd'hui quand on emploiera le mot complotisme? Oui, alors très bonne chose. Alors, bon, le complotisme, en fait, c'est le fait d'adhérer. Enfin, c'est une façon de penser le monde et la réalité qui nous entoure au travers d'un présupposé qui repose sur une théorie, c'est une théorie du complot. C'est que, en gros, les événements qui nous entourent ou les choses qui se passent sont en fait orchestrés par des plus hautes instances ou des organismes plus ou moins secrets, enfin officiels ou non officiels, et qu'on nous ment, et que la réalité, qu'on nous manipule, et que la réalité est tout autre. Voilà. Je le dirais comme ça, qu'on nous manipule et qu'on essaye de faire des choses à nos dépens, quoi. Est-ce que complotiste, c'est péjoratif? C'est-à-dire, est-ce que c'est un sobriquet qui est affublé par certaines personnes à d'autres? Ou est-ce qu'on peut se revendiquer être complotiste? Moi, je suis complotiste. Ou alors, c'est plutôt, oh ben lui, c'est un complotiste. Ouais, et alors, j'ai l'impression qu'on l'entend beaucoup pour dénoncer ceux qui croient aux théories du complot. Il me semble, enfin, de ce que j'entends, j'ai l'impression. Mais par contre, ceux qui croient aux théories du complot vont parler de complot. Et tu vas retrouver tout un vocabulaire, un peu des espèces de truismes qui reviennent tout le temps, de toute façon, de toute façon, tout est lié. Ça les arrange, tu vois. Le fameux « ah ça les arrange hein, », tu vois que... À qui profite le Voilà, crime? à qui ça profite. Posez-vous la question à qui ça profite, ça on en parlera, la question de la transparence aussi qui revient. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Et c'est vrai que même dans la façon de traiter, on peut être très caricaturaux. Donc oui, j'ai l'impression que c'est plutôt péjoratif. En tout cas, on ne dit pas moi je suis un complotiste. On veut plutôt se dire ouais moi je suis un dissident ou moi je ne me fais pas. C'est plutôt une définition, je pense, par la négative. Tu vois, moi je ne suis pas de ceux qui avalent tout ce qu'on leur fait gober. Ou mais comment tu peux pas croire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts toi là-dedans, tu vois, voilà, on va retrouver un petit peu des locutions dans ce genre-là.
Et d'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que traiter quelqu'un de complotiste, c'est le rendre obscur, parce que d'ailleurs, il y a un phénomène d'opacité dans le discours complotiste. Et au contraire, de l'autre côté, ceux qui adhèrent à la théorie du complot, ils ont plutôt une posture un peu d'illuministe, c'est-à-dire ils ont été éclairés et ils voient à travers d'un brouillard dans lequel seraient tous les autres. C'est ça, c'est réveillez-vous, quoi. C'est réveillez-vous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le paradoxe est très intéressant. Alors toi, Raph, tu es parti d'un ouvrage qui s'appelle La démocratie des crédules de Gerald Bronner. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots peut-être? Est-ce que c'est un ouvrage récent et qu'est-ce qui t'a poussé à le lire, outre le fait que tu penses que les avions répandent des traînées de produits chimiques pour nous castrer? Oui. Alors, très bonne question. Alors, j'ai voulu le lire. Alors, ce qui m'a donné envie de... En fait, j'ai entendu... Il passe régulièrement... Alors, je ne sais pas s'il a une chronique régulière sur France Culture. Mais bon, Bronner, c'est un sociologue assez connu et assez médiatique. Il enseigne à l'université Paris Diderot et il est membre de l'Institut universitaire de France. Il a écrit plusieurs ouvrages. Ce qui m'a poussé à le lire, c'est que je l'ai entendu là-dessus, et c'était au moment où paraissait le bouquin. Il est bon, c'est un assez bon pédagogue. Et ce qui m'a donné envie de le lire, c'est effectivement, on peut avoir un jugement et des garde-fous dont on a parlé la dernière fois dans notre dernier épisode sur le complotisme et ce que ça dit. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est ce que lui soulève dans son bouquin. C'est comment se fait-il en gros qu'à une époque où on n'a jamais été aussi éduqué, enseigné, informé, pourquoi malgré tout ça il y a autant de théories de complot et autant de croyances qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas des savoirs, qui ne sont pas des connaissances, mais sont simplement de la croyance, une adhésion aveugle pour le coup à des choses. Et comment ça se fait que ce phénomène-là se propage autant dans notre société, au sein qu'on devient une démocratie de crédules, comme il le dit dans son ouvrage. Donc c'est un petit peu ça, c'était de comprendre les mécanismes, et lui c'est ce qui l'intéresse, c'est d'un point de vue sociologique, tous les biais cognitifs qui poussent les gens à croire ces choses-là. Donc c'était vraiment de comprendre le mécanisme et pourquoi on est comme ça, nous tous, parce que je m'inclus dedans d'un point de vue solidaire dans mon pays en tout cas. Pourquoi on croit de plus en plus aux théories du complot pour pouvoir mieux comprendre la société qui nous entoure et mieux y répondre, mieux y faire face. Donc voilà, c'est ça un petit peu qui m'a motivé. Tu t'en parles. Comment explique-t-on, peut-être comment lui l'explique, la multiplication des thèses complotistes? J'ai l'impression que c'est quand même un phénomène qui est vieux, qui a eu une accélération depuis le 11 septembre, avec l'essor d'Internet, et que, alors là, on est en plein dedans avec peut-être la mondialisation, la crise sanitaire, mais quelles sont, lui, les explications qu'il donne? Ouais, alors, tu pointes du doigt le début de son raisonnement. C'est qu'effectivement, les mythes du complot ont toujours existé. Avant, on appelait ça la rumeur. Et il y a toujours eu des rumeurs de partout, dans toutes les sociétés, où le fils du boulanger, il serait parti avec la fille du maraîcher, quoi, tu vois. Il y a toujours eu des rumeurs, ou voilà, il y a toujours eu des rumeurs. Et en fait, lui, ce que je trouvais intéressant, c'est que pour lui, c'est une des rares causes, on va dire, au niveau de la motivation qu'il va soulever,
c'est parce qu'il s'intéresse surtout à comment ça fonctionne. Mais lui, il dit en gros, les théories du complot, elles rendent service à notre soif d'interpréter le monde et de le comprendre. Parce qu'on a du mal à faire le lien entre les choses. Et justement, les théories du complot proposent de faire un lien. Ce fameux « tout est lié ». Et du coup, ça va pouvoir donner du sens, donner une forme de cohérence à des faits qui semblent indépendants en apparence. Et un petit peu comme j'aime bien ça, parce que ça me parlait à moi qui aime bien les polars, il dit c'est un peu un effet de dévoilement, comme la résolution d'une énigme. Ça reprend l'image que tu disais tout à l'heure, tu étais dans les ténèbres et d'un coup, hop, tu vois, ça fait sens, tu comprends. Et ça donne aussi, justement, si tu es l'objet d'un complot, et ben ça te donne un statut de victime par lequel tu peux exister. Et ça, c'est quelque chose que les gens aiment, le discours victimaire, on en parle aussi beaucoup aujourd'hui, où ça te permet de revendiquer et d'exister par le conflit, par le combat, par la résistance. Donc je me dis peut-être que aussi dans une vie un peu plate, que tu sois en fait dans un monde où il y a plein de complots, et ben ça te donne un peu de piment, quoi. Il y a de ça. Et donc, effectivement, il y a eu une révolution. Alors lui, il ne parle pas du marché de l'information. Lui, il va parler de marché cognitif. Donc il y a eu des révolutions dans le marché cognitif. Alors le marché cognitif, lui, il dit c'est l'espace fictif dans lequel se diffusent les produits qui informent notre vision du monde. Donc cet espace, c'est ce qui va informer ta vision du monde, c'est le marché cognitif. Et donc le marché cognitif a beaucoup évolué, c'est plus que de l'information, hein, c'est ce qui va modeler ta vision du monde, donc ta façon de penser aussi. Il y a eu des révolutions, il y a eu bien sûr la télévision qui a amené la radio d'abord, la télévision, et Internet qui est proportionnellement par rapport aux autres phénoménal. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, il faudrait que je retourne dans le bouquin, mais en termes de volume d'informations, c'est incroyable. Et il y a une forme aussi d'horizontalisation dans la révolution d'Internet, c'est que tous les produits cognitifs sont en concurrence. Et ça, tu le retrouves de partout. Pour l'information, tu te retrouves avec sur Internet le même accès à Twitter, où tu vas avoir tout le monde qui va pouvoir partager des informations et son avis, à côté de tweets de médias officiels ou de médias plutôt dissidents, etc. etc. Voilà, donc si tu veux, tu as une révolution comme ça, mais Internet a amené quelque chose de différent par rapport à la télé, par rapport à la radio, etc. C'est un contrôle éditorial, un contrôle de la validation de ce qui est des faits, de la validation de l'information, de la connaissance qui est diffusée, qui se fait beaucoup a posteriori. Je m'explique. Avant de publier un article dans un journal, si les journalistes font bien leur boulot, ils vont vérifier leurs sources, ils vont vérifier les faits, ils vont enquêter, poser des questions, et quand ils sont sûrs de l'information, boum, ils balancent l'article. Donc tu as une vérification éditoriale avant la publication. Et l'exemple que tu as sur Internet aujourd'hui, ça va être par exemple Wikipédia. Où Wikipédia, tu vas avoir une validation de ce qui est publié a posteriori. Alors pour ce qui fait consensus, il n'y a pas trop de problème, mais on le voit quand tu lis certains articles hein, où on voit qu'il y a des choses qui sont affirmées et puis tu as une petite note, attention, avis personnel, référence manquante, etc., etc., où des choses sont publiées comme étant, soi-disant, enfin où tu le prends a priori comme étant une information, alors que c'est des choses qui ne sont pas encore forcément validées. Et ça joue beaucoup. C'est que avec l'accélération, le temps d'incubation des théories diverses, des vérités qui sont balancées comme ça, alors des vérités, en tout cas des informations qui sont balancées comme ça, eh bien donne aussi beaucoup plus de chances à ce que la thèse soit crue, c'est-à-dire qu'elle va être suivie par beaucoup de monde, et on est tous pareils, il suffit que tu as entendu un truc où tu dis « j'ai vu sur Internet que », et ça devient un argument, et toi, à ton tour, tu vas répéter dans une discussion au troquet du coin ou avec tes amis ou sur Facebook où tu vas relayer
Et la rumeur, avant qui allait à une vitesse humaine, maintenant va à une vitesse numérique et à une ampleur mondiale, quoi. Tu vas partager un post sur Facebook, tu vas toucher des centaines de personnes sur quelque chose que tu sais même pas si tu as vérifié ou pas. Excellent. Donc, le critère de vitesse est essentiel, tu vois, dans le fait qu'il y a cette multiplication aujourd'hui avec la révolution du marché cognitif. Et puis, il y a aussi, il me semble, des usages qui sont conçus par les plateformes. C'est-à-dire que oui. L'information se partage parce qu'on peut la partager. Et que si on ne fait pas partie du flow, c'est compliqué. Et du coup, ce qu'on nous a partagé, on va le partager. C'est ça, tout à fait. Et ça se joue même au niveau des rédactions. J'y reviendrai tout à l'heure, mais au niveau des journalistes professionnels, où il y a une forme de concurrence médiatique. Voilà, il y a une pression. Il faut être presque les premiers à parler de ça. C'est ça. Et que si on ne dit rien, on se rend complice de l'autre camp. Et ça, on l'a vu sans idée de complotisme, mais avec le mouvement Black Lives Matter. Ouais. Ceux qui ne... Je me souviens, à un moment donné, il y avait les photos de profil qui étaient toutes en noir, tout en noir. Ouais. Et ceux qui n'avaient pas mis leurs photos de profil tout en noir, c'était des collabos, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne partageaient pas le message de Black Lives Matter, et donc ils étaient contre. Et donc, c'est terrible, quoi. Et t'as des gros débats aujourd'hui, tu vois, avec par exemple les joueurs de foot qui avant ne prenaient jamais position pour rien. T'as l'impression que le mec, ils étaient un petit peu déconnectés de tout, ce qui est pas faux. Et qui aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux sociaux, les clubs, parce que les joueurs sont des ambassadeurs un petit peu du club, transpirent. Parce que tu as des clubs, tu as des joueurs de foot qui vont relayer des posts, tu sais, soit complotistes, soit, par exemple, quand Samuel Paty est mort, tu sais, à chaque fois je mange son nom, là, le Tchétchène, le champion de MMA, bon, ça me reviendra, qui avait partagé pas Dragunov, celui qui avait... bon, bref. Lui, je vais pas t'aider sur ce coup-là, je suis désolé. Ouais. Lui, c'est celui qui avait battu l'Irlandais, là. Purée, mince, ça me saoule. Alors, bon, bref. Du coup, lui avait, en gros, validé le jeune Tchétchène qui avait décapité Samuel Paty, et tu avais des joueurs de foot qui ont liké son tweet, tu vois. Et du coup, il y a eu des trucs, alors que les mecs jouent en équipe de France, tu vois. Alors là, je t'explique même pas comme les instances diverses et variées transpirent. Et après, tu dis, et voilà, il y a des footballeurs qui se prononcent publiquement pour des choses qui sont des choses, on peut dire, tout à fait louables sur certains sujets, tu vois. Par exemple, quand il y a eu, je pense au footballeur, rien à voir, au producteur de musique, là, Michel, je sais plus, Vickler, je crois, qui s'est fait tabasser par des flics. Ils sont prononcés sur les réseaux sociaux. Et derrière, ils sont interpellés en disant, les amis, la prochaine Coupe du Monde, c'est au Qatar. Et là-bas au Qatar, il y a des formes d'esclavage, les droits de l'homme sont bafoués, pourquoi vous vous prononcez pas là-dessus? Et en fait, les gars se retrouvent, tu vois, coincés, quoi. Parce que voilà, c'est ça, dos au mur. Attends, tu t'es prononcé là-dessus, pourquoi tu te prononces pas sur un autre sujet où là-bas aussi il y a des personnes qui sont victimes d'injustice? Donc c'est très compliqué de naviguer au milieu de tout ça. Et on peut en parler tout de suite. C'est ce dilemme que tu as du fait de participer ou pas à relayer l'information. En fait, c'est ce qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Et le dilemme du prisonnier, c'est Est-ce que c'est comme dans Batman? Non, c'est pas où tu as un choix impossible. Le dilemme du prisonnier? Non, c'est pas le choix Batman, impossible. Tu sais, oui, il doit choisir. Joker, soit il sauve sa chérie, soit il sauve l'autre. Non, c'est pas ça. C'est plus complexe que ça. En gros, c'est un. Non, c'est pas ça que je parlais. C'est quand ils sont sur le bateau là. Vas-y, je vais chercher. Ah oui, c'est soit. Oui. Alors oui. Alors ça se rapproche. Je me souviens plus exactement, mais ça se rapproche de ça. Mais en gros, c'est le dilemme du prisonnier. C'est sur la théorie du jeu. Ça vient des théories du jeu où c'était
je crois que c'est un psychologue qui avait mis ça, il s'appelle Tucker en place. En gros, c'est ça le théorème, il s'énonce comme suit. 2 suspects sont arrêtés par la police, mais les agents n'ont pas assez de preuves pour les inculper. Donc ils les interrogent séparément en leur faisant la même offre. Si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l'autre écopera de 10 ans de prison. Si tu le dénonces, et lui aussi, donc vous dénoncez mutuellement, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Si personne dénonce l'autre, vous aurez tous les deux 6 mois de prison. Et donc, tu as 2 possibilités, c'est que au cas où l'autre me dénoncerait moi, si je me tais, moi je fais 10 ans de prison et lui, il sera libre. Ou si je le dénonce et que lui me dénonce, on fera tous les deux 5 ans de prison. Donc on aura tous les deux perdu. Mais s'il ne me dénonce pas et que c'est mon pote et qu'on ne se dénonce pas chacun, et ben en fait, on fera tous les deux un petit séjour en prison, c'est-à-dire 3 ans. Or, si je me tais, si je le dénonce pas, pardon, c'était 6 mois. Si je le dénonce pas et qu'il me dénonce pas, on se tait tous les deux, on fera juste tous les deux 6 mois de prison, on sera libre. Par contre, si je le dénonce maintenant, lui, il fera 10 ans, mais moi, je serai libre. Et en fait, si tu es solidaire et que tu cherches l'intérêt public, c'est-à-dire, en tout cas, dans le binôme là avec ton complice, tu te dis, on se tait tous les deux, on fait 6 mois, c'est rien du tout, et puis on sort. Mais dans le doute que lui le fasse, tu vas être irrationnel et tu vas faire le choix, en fait, de le dénoncer. Et ce qui risque de se passer, c'est que les deux se dénoncent, et en fait, les deux vont se retrouver à faire 5 ans de prison ensemble. Ce qui n'est pas un choix logique, ce qui est un choix irrationnel. Et en gros, ce théorème-là, il explique, en fait, c'est que, en gros, tu dis, mais dans tous les cas, si moi, je prenais le temps de vérifier cette information, avant de la propager à mon tour, si je pars du principe que l'autre fait comme moi, et qu'on vérifie tous les deux, en fait, on va prendre le temps et on publiera dans à peu près les mêmes temps une information qui sera fiable. Mais tu te dis, mince, si l'autre le fait, moi, je vais être perdant. Parce que, en fait, on est très concurrencé, et si moi je publie pas, je vais perdre des auditeurs, des lecteurs, une audience, et ils vont aller chez l'autre, et je me serais fait banane. Et du coup, cette concurrence qui est accrue fait que aujourd'hui, tu te dis, non, je vais balancer l'information en prenant plutôt des raccourcis plutôt que de bien vérifier les faits. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que en fait, il y a un moment donné où, quand il y a trop de concurrence, et notamment à cause d'Internet, où tu as un gros média comme Le Monde, Le Figaro, je sais pas, Libération, peu importe leur bord, et que tu as des petits médias qui sont hyper actifs sur les réseaux sociaux et qui ont aussi, eux, beaucoup d'abonnés, en fait, si tu as trop de concurrence, ça va desservir le vrai. Parce que à cause de ce dilemme-là, quoi. En fait, le concurrent va sortir l'info, donc il faut que je la sorte aussi. Et ainsi, s'il y en a un qui balance ce qui est une absurdité, le risque, c'est que tous les médias embrayent derrière lui sans vraiment vérifier. Parce que tu te dis, il y a le logo du journal qui est crédible, et du coup, j'embraye avec lui, quoi. Et donc ça, voilà. Et comme il y a dans tous les médias des partis pris idéologiques, comme tu le rappelais tout à l'heure, ça crée un espèce d'emballement quand une information va confirmer leur méta-récit, tu vois. Ils ont une vision du monde, et s'il y a une information qui va dans leur sens de leur vision du monde, ils vont même pas prendre le temps de la confirmer, ils vont embrayer dedans. Et alors, il explique un truc qui m'a scotché, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu te souviens du scandale de la vague de suicides à France Télécom. Ouais. Il y a 10 ans, non? Voilà, ouais, à peu près, ouais. Et en fait, il n'y a jamais eu de vague de suicide à France Télécom. Ah bon? Jamais. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que tout le monde s'est embrayé là-dedans. C'est une information qui est sortie de syndicats, qui a été reprise. Quand on reprend les médias qui prennent parti idéologique et qui embrayent dans la chose sans vérifier l'information. Et en fait, il explique tous les biais, tous les raccourcis qui ont été faits. Et en fait, quand tu regardes avec chiffres à l'appui, il n'y a pas eu de vague de suicide chez France Télécom.
Sauf que quand tu parles de vague de suicide chez France Télécom, tu peux pointer le mauvais management à la française, la tyrannie, le burn-out, etc., etc. Et en fait, tout le monde s'est engouffré là-dedans sans vraiment prendre un temps de recul et vérifier si il y avait une vague de... C'est-à-dire que la vague, on parle en ce moment, il y a des suicides, mais par rapport à la taille de la boîte, par rapport à l'historique de la boîte, est-ce qu'il y a une recrudescence de suicides ou pas? Et en fait, non, c'était constant. Mais en fait, comme c'est une boîte qui est énorme, tu peux mettre en lumière, et c'est ce qu'il appelle le biais de proportionnalité, c'est que tu vas plus observer et mieux observer quelque chose, et du coup, tu vas remarquer plus de problèmes qui vont pas. Et en fait, non, ils étaient toujours là, sauf qu'avant, tu les remarquais pas. Et si tu compares à d'autres entreprises ou à d'autres trucs, en fait, c'était exactement pareil. Et du coup, alors lui, attention, il n'est pas lui-même dans une remise en question de la presse en disant qu'ils font mal leur travail et qu'ils ne sont pas fiables. C'est plutôt qu'il veut montrer que aujourd'hui, à notre époque, on peut tous se faire avoir. Et d'ailleurs, lui-même s'est fait avoir sur des trucs qu'il a relayés qui en fait n'étaient pas assez vérifiés. Et voilà, donc lui-même est tombé dans le piège. Donc c'est ça qui pointe du doigt, c'est qu'on peut tous se faire avoir en relayant ce qui en fait était à la base une fake news. Tu vois. Alors ça fait partie d'un des biais qui favorise la crédulité, dit-il. Il en existe plusieurs. Ouais. Donc ça, c'était le dilemme du prisonnier. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du biais de confirmation? Oui, alors ça c'est un peu j'ai l'impression son bébé, son biais, le biais de confirmation. Il le formule comme ça. Le biais en gros de confirmation, il dit nous avons déjà une croyance. En gros, mais ça, il est présuppositionnaliste. On a des pré-croyances, on a des présuppositions. Nous avons déjà une croyance et tendrons à rechercher des informations pour l'affermir. Et c'est ce que tu vas observer chez... On va chercher des gens qui sont d'accord avec nous. Exactement. Tu vas chercher des informations qui vont dans ton sens. C'est un des biais, alors non seulement qui fait écho à notre cœur, mais aussi un des biais par lequel fonctionnent les réseaux sociaux, parce que en fait, tu vas être enfermé dans des bulles. C'est l'effet bulle dans lequel tu te retrouves avec des gens qui pensent comme toi, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, donc tu as tendance à ça. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que le biais du coup de confirmation, où tu vas chercher à être confirmé, te permet, à cause de l'ampleur du marché cognitif, donc du nombre d'informations que tu as sur Internet notamment, de valider, en trouvant des personnes qui vont aller dans ton sens, n'importe quelle croyance et n'importe quelle théorie. Et tu peux trouver la théorie la plus dingue possible, imaginable, tu trouveras toujours des mecs qui vont aller dans ton sens et qui du coup vont te confirmer dans ce que tu crois, mais vont pas confirmer une vraie connaissance, vont confirmer une croyance, c'est-à-dire quelque chose que tu crois mais que tu n'as pas validé, et en cherchant des validations, en fait tu vas chercher simplement des validations qui vont dans ton sens et qui vont pas remettre en question ta croyance. Tu vas pas être challengé. Et en fait, ça, c'est la rencontre de ce qu'on a tous. Et ça, il y a des études de psychosociaux qui le démontrent. C'est qu'on a tous une espèce d'avarice cognitive. C'est qu'on aime les choses simples et qui présentent simplement une cause monocausale. Il y a simplement une relation de cause à effet qui est basique, qui est simple, et notre cerveau va toujours chercher ça, la solution la plus facile. Il y a un raccourci cognitif qu'on fait avec les choses. Et en fait, quand tu fais rencontrer cette avarice cognitive, donc tu cherches la raison la plus simple, et avec cette ampleur de cette offre pléthorique, eh ben, il est de plus en plus facile et tentant de se représenter une vision du monde qui va être commode, qui va te confirmer dans ce que tu crois, dans ta représentation mentale du monde, donc de ton complot, plutôt que ce qui est vrai. Et alors, ce qui est génial, c'est que le postmodernisme, et lui-même le reconnaît, se nourrit du biais de confirmation. Parce qu'il est facile aujourd'hui de prendre un petit peu de tout qui va te conforter et de te construire à l'ère de la post-vérité, tu vois, ta vérité à toi, et de trouver des choses qui vont sans cesse la renforcer.
Voilà. Donc en gros, on est tous, on est tous, et je pense que personne ne devrait se croire trop intelligent pour ça, parce que les études montrent, et c'est ce qui lui montre, c'est que les classes, je veux dire, les personnes les plus éduquées tombent aussi là-dedans, qui ont le plus de connaissances. Il ne faut pas être dans un espèce d'orgueil intellectuel et de croire qu'il n'y a que des gens qui ne sont pas très éduqués qui tombent là-dedans. Il le démontre d'ailleurs assez brillamment. En fait, on peut tous tomber dans des croyances douteuses parce qu'on a la flemme de vérifier vraiment les choses et qu'on n'aime pas, et ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'on n'aime pas être remis en question, confronté dans notre vision du monde, quoi. Ouais, et puis ça marche aussi pour la théologie, hein. Alors tout à fait, c'est que tu vas aller chercher des choses, voilà. Et ce que tu disais sur l'effet des algorithmes de Google, les bulles de filtrage, les algorithmes des réseaux sociaux vont faire remonter des recherches dans le moteur qui correspondent à ce que toi tu aimes chercher. Et du coup, en fait, il y a un effet de renforcement. Et donc je te dis ce qu'il dit là-dessus. Il dit pour qu'une croyance rencontre quelques succès sur le marché cognitif, il lui faut satisfaire à 2 critères au moins. D'une part, elle doit porter sur un sujet qui implique d'une façon ou d'une autre celui qui l'endosse. C'est-à-dire ça va t'impliquer émotionnellement, tu cherches quelque chose. D'autre part, elle doit lui apporter une information inédite. Les mécanismes qui conduisent à rendre une information erronée plus visible qu'une autre sont multifactoriels, mais ils relèvent toujours d'une alliance entre des erreurs de raisonnement et des attentes crédules, voire idéologiques. Et c'est ce qui fait que tu peux te retrouver quand tu vas chercher. Par exemple, il explique que sur les 30 premiers sites référencés sur Google à propos du monstre du Loch Ness, ils ont fait une étude, 78% défendent l'idée que le monstre existe bel et bien. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que les croyants, ceux qui défendent des causes à tout prix ou des croyances, sont beaucoup plus motivés à défendre leur position que les sceptiques ou les non-croyants. Tu vois, si tu ne crois pas à l'existence du monstre du Loch Ness, tu vas pas créer un blog. Tu vas pas mettre ton énergie là-dedans, quoi. Voilà, tu vas pas mettre, voilà, parce qu'il y a un coût, tu vois, de temps, d'investissement, etc., qui t'intéresse pas. Tu passes pas du temps à défendre quelque chose que tu ne crois pas. Tu défends ce que tu crois. Et tout le monde fonctionne comme ça. Et du coup, en fait, ceux qui ont des croyances qui sont pas fondées, eux, par contre, vont s'investir là-dedans. Et ce qui fait que tu vas retrouver énormément, beaucoup plus de blogs qui vont défendre des complots que les démonter, qui vont défendre l'astrologie ou l'existence des aliens, que ceux qui vont les contredire, quoi. Donc ça, voilà. Et ce que lui appelle, du coup, il y a une espèce d'oligopole cognitif et qui est très paradoxal, en fait. Quand il réfléchit, c'est que c'est une minorité qui croit au complot, mais ils vont être massivement représentés sur le marché cognitif. Tu vas avoir énormément de sites, énormément de blogs qui vont être là-dedans, parce qu'ils sont déter, ils croient en leur truc, ils sont mobilisés, alors que les autres ne sont pas unis là-dedans. C'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Olson. C'est que les intérêts communs qui ont tout à gagner à agir collectivement, en fait, ne le font pas, parce qu'ils comptent obtenir des bénéfices... parce qu'ils comptent obtenir des bénéfices d'une revendication collective sans avoir à en supporter le coût d'investissement personnel, quoi. Tu veux avoir des bénéfices, mais tu veux pas t'investir. Enfin bref, voilà. Un autre biais, c'est le paradoxe d'Olson. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est en fait le comportement est toujours au bénéfice d'une minorité qui est motivée et soudée par rapport à une masse qui va être moins soudé, parce que en fait les individus sont plus le groupe est plus petit, plus il est soudé et motivé, en fait, alors que plus grand, en fait, ça coûterait moins d'investissement de tout démonter, et tu dis bon bah un autre va le faire. Et souvent en plus les informations
que ces gens défendent servent de dénominateur commun. C'est-à-dire que au-delà des différences sociales, politiques, etc., on partage cette même idée d'un complot. Par exemple, prenons un complot, tu vois, de n'importe quel ordre. Eh ben, on aura chez les complotistes des gens qui sont extrêmement différents, mais pour qui ce complot-là, ce partage-là de ce complot servira d'un combat qui les réunit sous une même bannière. C'est ça, exactement. Il y a un côté qui te soude, voilà, où tu es très soudé, c'est ce paradoxe d'Olson, c'est carrément ça. Carrément ça. Raph, qu'est-ce que le produit Fortin? C'est que des appellations extrêmement obscures. C'est tout à fait, ouais. Ouais, c'est ce qu'il appelle le produit Fortin. En fait, le produit Fortin, c'est ce que tu retrouves très souvent et tu vas tout de suite bien comprendre. C'est ce qu'on appelle aussi un millefeuille argumentatif. En fait, ça vient de Charles Fort, qui existe au 19e siècle, un Américain, fin 19e siècle, début 20e, qui a écrit un livre qui a fait beaucoup parler à l'époque, qui s'appelle Le livre des damnés. En fait, dans ce livre-là, alors que moi, bien sûr, je n'ai pas lu, mais j'ai lu. Gros titre clickbait. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Le livre des damnés. En fait, son idée, tu sais, c'est l'idée que tu as derrière, c'est un peu l'idée d'une vision du monde unificatrice où tu rassembles toutes les sciences, tous les savoirs, tu crées le web, tu sais, la toile d'araignée parfaite où tu englobes toute la somme de toute la connaissance. Où en gros, il dit, donc lui, en fait, dans ce livre-là, il rassemble les bribes de connaissances techniques dans plein de domaines scientifiques différents, qui donnent justement une illusion d'une culture universaliste du savoir, et il va créer des liens entre différents faits scientifiques de façon arbitraire, mais qui, aux yeux du profane, semble pertinente parce que lui, il y voit que du feu. Il faut vraiment être un spécialiste dans plusieurs domaines pour te rendre compte qu'en fait, le gars fait des liens qui sont totalement pétés. C'est de l'enfumage, quoi. Exactement. Et le mec, il t'enfume. En fait, et c'est l'effet Fortin, c'est l'effet cumulatif et de la diversité des arguments qui rend l'argumentaire hyper impressionnant. Et si tu discutes avec quelqu'un qui va te dire « Ah non, mais tu vois, les attentats du World Trade Center, on le sait, les poutres en acier, elles fondent à partir de tant de degrés. Or, le feu du kérosène ne brûle qu'à tant de... brûle à créer une chaleur qui est moindre. Donc, c'est pas possible que ça soit effondré. Et en plus de ça, on a découvert des documents déclassifiés de la CIA qui laissent suggérer qu'on a aidé les Ben Laden à fuir le pays avant. Et en plus de cela, on sait que en géopolitique, il y a eu des contrats qui ont été faits avec des agences de pétrole, etc. Tu vois, voilà, où tu vas avoir plein de faits comme ça qui vont être balancés. Tu m'as convaincu, Raph. Et voilà, tu vois, voilà. Et alors que lui, il montre, en fait, si tu prends un à un les faits, que tu prends le temps, déjà 1 sur 2 est faux. Certes, le métal ne fond pas à telle température, mais par contre, il va se ramollir, et ça suffit pour que ça se casse la gueule. Et ça, tous les ingénieurs le savent en génie civil. Voilà, donc ce que tu dis, c'est déjà n'importe quoi, tu vois. Que par rapport, tu vois, voilà. Mais il faut démonter chaque argument et démonter le lien arbitraire qui est fait entre les arguments. Et en fait, l'effet, le produit Fortin, ce millefeuille argumentatif, fait un espèce d'effet de massue avec avec la conclusion où tu te dis à la fin, ah ouais, mais tout ne peut pas être faux. Tout ne peut pas être faux, forcément. Et du coup, Internet donne un mode de diffusion très puissant à ces produits Fortin. Et tu as des gens aujourd'hui qui sont... Et tu le retrouves un petit peu, je trouve aussi, parfois chez certains chrétiens dans le domaine de la théologie. Tu vois, tu retrouves ça. Où lui, il a dit ça, ou j'ai lu un truc, ou etc. Où ils vont faire des liens avec... Tu te rends compte quand tu creuses un peu, ou que ce soit d'un point de vue historique, ou d'un point de vue exégétique, de l'interprétation des textes, ou d'un point de vue de la façon dont fait la doctrine est foireux. Et en plus, ils font des liens entre des trucs qui sont totalement fumeux, quoi. Voilà. Et en fait, Internet donne non seulement un mode de diffusion très puissant à ces millefeuilles argumentatifs,
Et en plus de ça, on stocke de plus en plus d'informations diversifiées et nombreuses sur Internet qui te permettent de construire toi-même en allant puiser à droite à gauche de partout des informations à cause du biais de confirmation qui vont aller dans ton sens et vont te permettre de construire des argumentaires qui vont aller dans ton sens en piochant plein de trucs à droite à gauche alors qu'en fait tu connais rien, tu vois. Et du coup c'est l'effet un peu Da Vinci Code, etc. C'est à la fin tu dis bah ouais mais tout ne peut pas être faux quoi. Tu vois. C'est vraiment le cumulative case. C'est ça exactement. Et alors qu'il y a une époque où oui un scientifique pouvait, bon c'est un peu caricatural de dire ça, mais presque à lui seul connaître la somme de toutes les sciences du monde, tu vois. Mais aujourd'hui c'est impossible. L'étendue de la connaissance scientifique est tellement immense. Tu le vois même entre les médecins, avec tout le débat sur le coronavirus, etc., où des grands spécialistes entre eux disent c'est très compliqué. Et tu vas voir en face de ça des gens qui vont dire « Ouais, mais non, de toute façon, les vaccins, c'est simple. Moi, j'ai lu un article, il dit que ceci, cela. Et puis d'ailleurs, on sait que le gouvernement, il a passé des accords, machin, etc., etc. » Tu vois. Ok. Alors, il nous reste 2 biais à évoquer. Ouais. Le premier, il s'agit de la négligence de la taille de l'échantillon. Ouais, alors, bon, j'ai déjà avancé ça, mais en gros... C'est quoi? C'est faire gonfler les chiffres? Non, en fait, c'est que si tu puises dans un océan d'informations, tu trouveras toujours ce que tu cherches pour confirmer ton point de vue. Et aujourd'hui, Internet te donne un océan presque infini, tu vois, d'accès d'accès à ce que tu veux, quoi. Et c'est ce qui fait le succès de ceux qui vont croire, enfin voilà, qui vont construire ou qui vont croire à ça. Et en fait, si tu veux confirmer, par exemple, un complot du fait qu'il y a bien, je sais pas, j'invente un truc, des morts suspectes autour de des voitures électriques. Voilà, je te sors un truc comme ça, tu vois. Il y a un truc qui est... Et ben en fait, l'échantillon aujourd'hui est tellement immense à l'échelle de milliards d'êtres humains. Tu as tellement aujourd'hui de transparence avec les milliards de vidéos qui vont circuler sur Internet que tu peux aller trouver, je suis sûr, 15, 20, même 30 vidéos d'accidents liés à des voitures électriques et du coup faire un complot, enfin une théorie plutôt, pardon, on va parler de théorie, qui va dire mais en fait c'est tout à fait possible qu'il y ait un complot qu'on nous cache en lien avec les voitures électriques. Sauf que tu mets pas ça en rapport avec le nombre de millions de véhicules électriques et de gens qui l'utilisent au quotidien et depuis combien de temps, etc. Tu vois. Et donc ça, c'est un biais. En gros, il y a tellement une diversité tellement grande que tu peux y trouver ce que tu cherches. Et lui, Bronner, il compare ça avec quand tu regardes les nuages, tu sais que tu cherches à y voir la forme d'animaux. Tu sais. En fait, il y en a tellement. Pareidolie, exactement. Purée, tu connaissais ça, bravo. Eh ben. Eh oui, tu sais que les nuages m'ont intéressé, mon cher. Ah mais oui, c'est vrai, tu avais bossé là-dessus. Voilà. Et ben en fait, celui qui est motivé, comme son échantillon c'est Internet, et ben il trouvera toujours des arguments ou des témoignages qui vont aller dans son sens, etc. Et tu vas retrouver ça, par exemple, chez Doctissimo, quoi. Si tu cries au loup et que tu vas chez Doctissimo, bah, tu vas chercher des informations qui confirment ta croyance parmi les X qui auraient pu te rassurer, tu vois. Au lieu de chercher celles qui vont te rassurer et te dire que c'est pas grave, toi tu vas aller chercher celles qui vont te dire qu'en fait c'est grave. Parce que t'éternues, t'as un cancer du pied. Exactement. Et lui-même il montre la démonstration sur Doctissimo où en fait tu mets rougeur sur la peau et en fait il montre comment en quelques clics il trouvait plein de gens qui lui assuraient qu'il avait un cancer. Et c'est pas juste une blague, quoi. Tu vois, pourquoi? Mais en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, le paradoxe d'Olson ou d'autres trucs là, le biais de confirmation. C'est que tu as une offre sur Doctissimo qui est alimentée par des personnes qui donnent leur avis sans trop connaître le sujet et qui sont très motivés pour le faire quand ils sont eux-mêmes victimes d'un cancer ou de choses parce qu'ils ont besoin de partager sans forcément être mal intentionnés.
mais ils vont donner leur avis aux autres, ils vont être très investis là-dedans parce que eux ils sont concernés alors qu'ils sont minoritaires ou représentent des cas et des phénomènes certes graves mais extrêmement rares. Et quand toi tu vas taper une banalité, en fait tu as un goulot d'étranglement qui va te conduire là-dessus et du coup tu te fais banane. Tu vois, c'est un peu ça. Dernier biais. Ouais. C'est l'effet Othello. Alors, j'imagine que c'est plutôt la pièce Oui, de Shakespeare, de Shakespeare que le jeu avec les Oui. boules noires et Oui, blanches. oui, oui. En fait, en gros, dans la pièce d'Othello, que je n'ai pas vue non plus, je n'ai pas cette culture-là. En gros... Ah, ça, pour parler des mangas, il y a du monde, hein, Dragon Ball et tout. Ah ouais, tout à fait. Par contre, Shakespeare... Ah ouais, moi je parle de foot, pas de Shakespeare. Hein. Faut quand même pas trop me demander. Hein. En fait, dans Othello, dans l'histoire, en fait, il y a quelqu'un qui va semer le doute, qui va inoculer la suspicion chez l'autre. Alors, dit comme ça, voilà, ça parle pas grand-chose, mais et qui en gros, l'autre du coup va commencer à se dire, mais c'est tout à fait crédible, alors que c'est faux. Mais c'est tout à fait crédible ce qu'il vient de me raconter. En gros, on me veut du mal, je crois que c'est ça dans la pièce, ce qui se passe. Et alors que c'est... voilà, ça va mettre le doute. Et en fait, le doute, il est par l'histoire. C'est ça un petit peu ce qu'il y a là-dedans, c'est avec l'effet Othello. Et en gros, c'est que la narration est de nature à augmenter la crédibilité d'une conclusion qui peut être tout à fait improbable. Si je te dis, il y a une chance sur 1 million que tu te fasses bouffer tu te fasses piquer par une mygale, c'est une statistique, tu vois, en France, il y a une chance, enfin, je dis n'importe quoi, hein, bien sûr, mais voilà, il y a une chance sur 1 milliard que tu meurs tué par une mygale. Ça, c'est un fait. Mais si je te raconte l'histoire de quelqu'un qui s'est fait piquer par une mygale en France, eh bien, en fait, le fait que ça soit du storytelling, et ça rappelle encore plein de choses qu'on a vues dans plusieurs de nos épisodes, eh bien, en fait, la narration va augmenter la crédibilité de la chose. Tu vois. C'est ça, l'exemple devient un argument. C'est ça. Et en fait, être au courant, et comme aujourd'hui, à cause de la révolution du marché cognitif, donc Internet, les réseaux sociaux, fait que tu es au courant de plus en plus d'histoires, grâce à tout cet effet de transparence de la société, par exemple, histoire de violence policière, du coup, tu en viens à une police qui est une police de dictature, quoi. Tu vois, où c'est la Gestapo au service d'un pouvoir corrompu, etc., etc. Et en fait, ça augmente la paranoïa. Et en fait, il faut donc prendre conscience que l'effet de narration a un impact psychologique beaucoup plus fort que simplement le fait ou le chiffre statistique. Et comme on est justement dans une société de transparence où voilà, tu vois ce que lui il appelle des prothèses visuelles, tu sais, il y a des milliards de prothèses virtuelles qui existent de par le monde aujourd'hui, quoi. Et ben en fait ça vient au secours et on va toujours trouver quelque chose qui va pouvoir nous raconter, mais sauf que tu vas pas montrer tous les exemples qui te disent qu'en fait non, ça se passe très bien quand tu as un contrôle de police, tu vas relayer quand ça se passe mal et qu'il y a quelque chose de terrible, tu vois. Donc c'est un petit peu ça. Alors, toi, c'est lequel des biais que tu as préféré quand tu as lu le livre, tu t'es dit ah ouais purée, ça c'est vraiment intéressant. Celui qui m'a le plus remis en question, c'est le biais de confirmation. Parce que je pense que c'est un danger en théologie aussi. C'est-à-dire que tu vas aller lire que des théologiens qui vont confirmer ce en quoi tu crois. Et tu n'as pas envie de perdre ton temps à aller lire ceux qui ne croient pas comme toi. Et je trouve que c'est l'avantage d'être de ce... Enfin, et je pense que c'est un des dangers, le biais de confirmation de l'auto-formation. Où tu vas lire des bouquins qui vont être recommandés mais par des potes qui pensent comme toi, du coup tu vas aller les lire et tu vas lire que des choses qui vont dans ton sens et te confirmer dans ce que tu crois. Alors que quand tu passes dans que ce soit un institut ou une faculté, tu es confronté à des professeurs qui ont d'autres points de vue
et qui vont te faire réfléchir et te remettre en question et te poser et te confronter dans ce que tu crois. Et c'est valable pour tout, quoi. Tu vois, donc moi, c'est celui-là que je trouve le plus intéressant. Excellent. Ouais. Alors, t'as lu le livre, t'as réfléchi au sujet. Est-ce que t'as des conseils pour éviter de tomber dans la crédulité et peut-être, je dirais, des conseils des deux côtés. C'est-à-dire, pour ne pas tomber dans la crédulité soi-même et ne pas céder à toutes les sirènes du complot, mais ne pas non plus tomber dans le jeu de ceux qui voudraient décrédibiliser trop vite tous ceux qui ont un discours différent ou une parole dissidente. Alors, je voudrais commencer par ça parce que j'ai peur d'oublier ce que tu viens de dire. Je pense que, tu vois, les chrétiens ont un exemple qu'ils vivent au quotidien, c'est qu'ils peuvent voir, par exemple, dans les médias, dans des films, comment on ne rend pas justice à la foi chrétienne ou à la Bible, comme des fois c'est caricaturé ou moqué, et devraient toujours se rappeler que c'est très désagréable et ça peine de voir ce en quoi on croit étant moqué et ne devrait jamais manifester de mépris et de moquerie et de prendre les gens de haut quand ils parlent avec eux sur des sujets avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Et que quand tu as quelqu'un qui va croire quelque chose où toi tu dis c'est comment on peut croire ça? Il y en a plein qui pensent ça de toi tout le temps parce que tu es chrétien. Mais comment on peut croire ça aujourd'hui? Donc quand tu croises d'autres personnes, c'est plutôt de s'intéresser, je dirais, à pourquoi est-ce qu'ils croient ça. Tu vois, de chercher vraiment à comprendre qu'est-ce qui les motive et sur quoi ça repose. Et de faire preuve de respect. Et deuxièmement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut prendre conscience des risques de se manipuler soi-même. Ce que je trouvais brillant avec Bronner, c'est qu'il ne jette pas la faute justement sur les réseaux sociaux qui nous manipulent ou sur le GAFA qui est en train de nous la faire à l'envers, mais il montre comment on est tous responsables, chacun, et comment c'est à cause de notre fainéantise ou de notre orgueil. Il ne le mentionne pas comme ça, mais quand il souligne que en fait dans les classes sociales supérieures on retrouve autant de gens qui sont des complotistes que dans d'autres, que le fait de connaître plein, d'avoir été éduqué, etc., on voit que la société n'est pas exempte de ça, et dans tous les milieux sociaux et les plus éduqués, etc., doit nous amener à avoir beaucoup d'humilité et d'être conscient du risque que nous-mêmes on peut se faire avoir, tu vois, par tout ça. Et je pense que quand tu es conscient tu vois, justement, de cette forme d'économie cognitive où tu ne veux pas, tu vas chercher des raccourcis, où tu vas chercher toujours la solution la plus simple ou qui te conforte plutôt qui te fait réfléchir ou te remet en question, ça doit te pousser à être dans une démarche plutôt plus honnête d'un point de vue intellectuel et plus prudente, parce que je pense que quand tu es conscient du risque, ça t'évite. C'est préventif, quoi. C'est une bonne chose. Donc ça, voilà, c'est ce que je pense. Je trouve aussi qu'il faut, on en avait déjà parlé, mais je pense que c'est important de le rappeler, qu'il ne faut pas confondre le fait de la connaissance, enfin, il ne faut pas confondre l'information et avoir entendu parler d'eux et le fait de savoir. Je sais que c'est ça. Tu peux dire j'ai entendu parler de ça, ça m'interroge, mais plutôt de dire je sais que, ou voilà, de ne pas s'approprier trop vite, et qu'il n'y a jamais, ça fait jamais honte, enfin il ne faut pas avoir honte de dire mais ça j'ai entendu ça, mais je ne suis pas assez calé, ou je ne connais pas, et ça m'interpelle en tout cas, ou ça me fait réfléchir, ou ça a vérifié, mais de ne pas utiliser des arguments d'autorité sans cesse, comme mais moi j'ai lu un article qui dit que, ou j'ai entendu ça, etc., de redescendre un petit peu d'un étage. D'ailleurs, il y a Haroun qui a sorti un livre, je ne sais pas si tu as entendu parler. Ok, non. C'est un livre de philosophie sur un faux philosophe.
Et en fait, il dit, non, mais c'est excellent. Et en fait, il dit, il y a toujours des gens, tu sais, dans une discussion, si tu sors un nom d'un philosophe grec, même si personne connaît, tu dis machin dit ça, ça donne une crédibilité terrible, tu vois. Et lui, en fait, il s'était amusé il raconte ça, je crois, où il s'était amusé à donner, en fait, à citer un philosophe qui n'a jamais existé dans des conversations. Et en fait, il dit, quand tu fais ça, eh ben, les gens te disent, ah oui, oui, c'est vrai. Et en fait, il dit, mais là, du coup, c'est eux qui passent pour des cons parce qu'ils confirment un truc qui n'existe pas. Donc, vaut mieux dire qu'on ne sait pas plutôt que de faire semblant qu'on sait. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui est simple, mais vaut mieux dire qu'on ne sait pas plutôt de faire semblant de savoir. Et puis, une autre chose encore, c'est, on en parlait tout à l'heure avec le dilemme du prisonnier, la précipitation pour être informé. Et on nous impose un rythme de connaissance et on est soi-même poussé à aller chercher l'information. Avant, on regardait le journal de 20h le soir. Il y avait eu, et il parlait des faits qui dataient de la veille, parce qu'il y avait un temps après justement de travail éditorial, de traitement de l'information, de reportage, etc. Et aujourd'hui, c'est alerte info. Et je pense que les alertes info, on n'en a pas besoin. Et qu'il faut ralentir le temps, notre rapport, en fait, freiner notre rapport à l'information. Et on aura toujours plus de chances d'avoir une information fiable quand elle date un petit peu. Et c'est pas grave si tu n'es pas au courant dans l'heure même des choses, mais de ralentir un petit peu la vitesse nous permet, je pense, d'avoir des informations plus fiables, première chose. Et deuxième chose, ce serait d'aller regarder des médias d'un autre bord politique pour croiser l'information et voir comment l'information, un fait, est traité de façon complémentaire et contradictoire. C'est toujours intéressant pour se rendre compte justement que oui, c'est pas juste un fait, parce qu'on oublie qu'on ne nous présente pas que des faits, mais un traitement de l'information qui est toujours subjectif, comme on le disait tout à l'heure, qui est parfois très idéologique, parfois pas du tout honnête intellectuellement, et à charge ou à décharge, et que c'est en regardant plusieurs sources d'informations contradictoires, hein, pas celles qui vont dans le même sens, hein, surtout pas, mais contradictoires, c'est intéressant. Voilà. Est-ce que tu penses à d'autres choses ? Je reviens pas sur ce qu'on avait dit déjà la dernière fois sur le complotisme ou sur l'approche plutôt pastorale, etc. On avait déjà dit pas mal de choses. Excellent. Est-ce que tu as vu des gens qui remettaient en question ce gars-là, Gérald Bronner, ou pas ? J'ai regardé quelques articles. Alors, comme je te disais, lui-même, il s'est fait avoir sur des exemples qu'il a relayés pour illustrer des faits, alors que c'était des choses qui étaient d'une fake news, d'un suicide au Japon, justement. Voilà, mais j'ai pas vu énormément de... Alors, si j'ai lu plusieurs recensions de son bouquin. Il y en a qui le trouvent très dur avec les journalistes. Mais encore une fois, lui-même, il le dit dedans, hein, son but n'est pas de pointer le journalisme. Au contraire, lui, ce qui le préoccupe, c'est que... Alors, et ça, c'est tout un volet du bouquin dont j'ai pas parlé, mais c'est tout le danger de la démocratie participative de plus en plus, où c'est très à l'époque du temps, et ça, il y a un vrai problème démocratique là-dedans, c'est que tu fais participer à des tables rondes, parce qu'on se soucie de l'importance de ce que les gens pensent, où tu mets des experts avec des gens qui ne sont pas experts, et tu les mets sur un même pied d'égalité. Et vraiment, en gros, on remet souvent la parole de scientifiques, on les met face à des non-scientifiques, mais qui sont des gens qui habitent le coin. Par exemple, il prend l'exemple parce qu'on présuppose que les scientifiques sont vendus pour l'installation d'antennes, où des gens se plaignaient de maux de tête, etc. En fait, c'était totalement de la somatisation. Où en fait ils avaient fait un test où ils avaient mis des antennes qui étaient pas, en fait elles n'étaient pas encore relayées, et les gens se plaignaient, en gros c'était juste un bout de métal, et les gens se plaignaient des ondes, mais en fait elles n'étaient pas branchées. Et en fait il dit, mais si tu prends un débat participatif avec des gens qui ne sont pas calés, mais leur voix va être égale de celle de ceux qui ont une vraie connaissance, et ben en fait tu te retrouves non pas à faire des choix qui servent vraiment l'intérêt de tous,
par ceux qui apportent une vraie connaissance et un vrai, voilà, mais plutôt chercher à répondre à la vie de la masse. Tu vois, tu cherches pas l'intérêt public, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas du tout clair. Tout à fait. Tout à fait. Plutôt la validation des gens qui sont autour, qui ne sont pas compétents. Donc lui, il dit, il faut faire confiance à ceux qui étudient les choses. Il faut qu'eux prennent conscience des biais qui peuvent les tromper. Mais justement, ne pas dire, en fait, ne pas remettre en question les journalistes systématiquement. Voilà. De toute façon, tu ne peux pas vivre dans une société où tu ne fais pas confiance. Et c'est ça aussi, c'est on est dans une vraie, on a un vrai problème avec de cynisme hein, dans notre société. Et voilà. Et c'est la question de l'autorité aussi. Tout à fait. Il y a ce qu'on a appelé il y a 10 ans la crise des experts, justement. Ouais, exactement. Où on a eu une perte de confiance dans ceux qui se réclamaient ou ceux qu'on désignait comme experts, avec un glissement de l'autorité aussi vers la doxa et l'opinion populaire. La démocratisation un peu de l'autorité. C'est ce que lui appelle du démocratisme et qui est très dangereux. Excellent. Mais on fera des épisodes, je pense, un jour sur le populisme, sur le cynisme, et on va retrouver un peu des biais, ces mêmes biais, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je pense que le cynisme, comme l'optimisme, ce serait intéressant de les traiter dans un épisode. Excellent. Je te propose. Ouais, très bien. Merci Raph pour ces pistes de réflexion. Merci, j'espère que c'était pas trop technique et un peu clair. Pour moi, c'était clair parce que... non, tu as donné des exemples, je pense qu'on a tous compris. Ok, bah écoute, c'est bien. Si vous avez des questions, lisez le livre, ne me les posez pas. Parce que si vous avez des questions, posez-les à votre voisin. Voilà, exactement. Voilà, parce que lui, il sait. Parce que tout est lié. Alors, ceux qui ont écouté, ils peuvent laisser un commentaire avec un mot-clé. Le mot-clé, je te propose que ce soit Othello. Othello, ok. Très bien. Raph, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. On parlerait d'un sujet très intéressant. Oui, la semaine prochaine, ce sera Franck. Non, Franck, il est déjà venu. Voilà, on sera avec Franck Segon. Non, oui, je sais plus. Oui, en tout cas, soit Franck est déjà venu, soit il viendra. Ah oui, non, la semaine prochaine, on est avec Franck. Tout à fait. La semaine prochaine, on est avec Franck. Oui, excuse-moi. On aura Franck Segon 2 semaines de suite. Ça va être passionnant. Il est avec moi à la fac. Il est pasteur à Genève. Il a écrit un bouquin sur l'évangélisation. Et on va avoir la joie de l'avoir avec nous. Et on va discuter avec lui 2 semaines durant de l'évangélisation et de plusieurs choses super. Voilà, on vous en dit pas plus. Ça donne envie. Oui, mais je suis fatigué là, donc excusez-moi, mais faut écouter. Franck est génial, il est passionnant et on va se régaler. Excellent. On se réjouit à la semaine prochaine alors, Raph. Oui, allez, salut Matt, à bientôt tout le monde.